Nous allons parler animation en gérontologie avec deux invités. Tout d'abord, Pauline Alain, qui est animatrice, coordinatrice en EHPAD et qui est vice-présidente du groupement des animateurs en gérontologie, le GAG, et David Seguela, qui est le coordinateur général du GAG. Bonjour à tous les deux. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, représenter, où est-ce que vous travaillez peut-être vos cursus, vos parcours, très rapidement, et après on parle de l'animation en gérontologie. Je commence. Ouais. Euh, Pauline. Bonjour, je suis Pauline Alain, donc je suis animatrice coordonnatrice responsable d'un service animation dans un EHPAD situé en région parisienne. Je suis aussi donc vice-présidente du GAG, nouvellement élue. Et donc ici, vous êtes d'ailleurs au sein de l'EHPAD dans lequel je travaille, à Ivry-sur-Seine. Moi, je suis animatrice depuis une dizaine d'années auprès des personnes âgées. J'ai un cursus assez classique dans l'animation puisque j'ai passé les diplômes de référence pour travailler dans ce milieu. Donc, j'ai mon BPGEPS animation sociale, mon DEGEPS animation sociale qui est l'équivalent d'un bac+2 et j'ai une licence de sciences de l'éducation. Ces diplômes-là sont les diplômes les plus reconnus pour exercer en tant qu'animateur et animateur coordonnateur en EHPAD et en structure auprès des personnes âgées. D'accord. David, comment est-ce qu'on arrive à coordinateur général? Un peu avec le même parcours que Pauline, mais en étant plus vieux, quoi, en fait. C'est-à-dire que moi, mes diplômes, j'ai commencé à travailler 10 ans avant elle dans le secteur. D'accord. Donc 20 ans animateur puis coordinateur d'animation sociale sur des deux établissements à côté de Limoges. Et voilà, mes diplômes sont un peu plus vieux aussi. Et voilà, j'avais à l'époque ce qu'on appelait un DEFA. Un DUA aussi, un DU animation à l'époque. Et donc, voilà, moi j'étais aussi président de l'association du GAG de 2012 à 2019. Donc voilà, ça me permettait d'avoir vraiment vu à la fois le côté de terrain professionnel, la dimension associative, tout le travail au niveau de ce que faisait l'association, et puis maintenant le côté salarié de l'association. Est-ce qu'on peut expliquer la différence entre animateur et coordinateur, Pauline? Très bien. L'animateur, il est sur le terrain, il prépare, il anime, il évalue des actions d'animation, des activités qu'il va proposer à son public. Un coordonnateur, un animateur coordonnateur, il va continuer à proposer des activités, des animations, mais en plus, il va coordonner des partenaires, des prestataires. Donc, ça va être sur nos structures, par exemple, des bénévoles, des prestataires, des membres du réseau territorial pour des projets communs. Voilà, on est sur une notion on n'est pas forcément chef de service, on peut avoir du management, mais l'idée, c'est plutôt d'être capable de fédérer toutes les envies pour mettre en place des projets communs. D'accord. 7700 EHPAD, combien d'animateurs et coordinateurs? Alors, on est sur Aujourd'hui, on est sur une estimation de 10 000 animateurs dans le secteur. On a des enquêtes métiers qui existent, qu'on suit depuis 15 ans. On avait une enquête métier très forte en 2012 qui nous avait amené à produire un livre blanc qui avait fait ressortir qu'il y avait un animateur pour 72 personnes dans les EHPAD. On en a refait une quelques années après qui nous a montré que ça allait dans le bon sens. On tendait vers le 1 pour 65, 66. On commençait à descendre, mais on avait des chiffres voilà, qui étaient symboliquement très forts. Par exemple, on parlait du budget que géraient ces animateurs, les budgets d'animation, budget moyen sur un tarif d'hébergement à 90 € par jour moyen en France, on inclut en Paris. On était à 9 centimes par jour par personne qui était consacrée aux loisirs. Et donc là, voilà, ça faisait partie des axes sur lesquels on voulait travailler, non pas pour que ça explose et qu'on devienne un secteur riche, mais pour que ça devienne un peu plus décent. C'est-à-dire un animateur coordinateur pour 70 personnes, à peu près. un animateur, pas C'est ça. forcément coordonnateur. Oui, oui, je regroupe les deux, d'accord. Ça va. Et en plus, ça nous permet de savoir que c'était des animateurs. Après, est-ce qu'ils sont diplômés? Ça, on a encore des estimations un peu floues. Nos diplômes sont assez récents, hein. Le BPGEPS Animation Sociale, il date de 2000, c'est milieu des années 2000, 2005, j'aurais peur de dire une bêtise, mais voilà, c'est une filière professionnelle jeune. C'est des métiers assez jeunes, pas encore très connus, qui se développent, mais du coup, il y a une marge de manœuvre assez grande. Aujourd'hui, Est-ce on qu'on- était sur à peu près trois quarts qui commençaient à être formés, diplômés. C'est une grosse évolution par rapport à il y a 10 ans où c'était un peu plus de 50%. Mais c'est une tendance, voilà, métier jeune, en structuration. Quel est le quotidien, enfin, les tâches, le travail d'un animateur au quotidien, pour se rendre compte?
Alors, forcément, le travail de l'animateur sera très différent selon l'établissement ou la structure dans laquelle il va travailler. On va parler principalement des EHPAD, mais on sait que des animateurs auprès des personnes âgées peuvent exercer en résidence service senior, peuvent travailler pour les centres d'action, centres communaux d'action sociale. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Principalement en EHPAD, on va être sur des missions d'animation, donc préparer, anticiper, animer, évaluer toutes les activités qu'on va pouvoir mettre en place. Un gros travail pluridisciplinaire. On ne travaille pas seul en tant qu'animateur. D'abord, on connaît très bien son public, c'est très important. Il faut faire des diagnostics, il faut poser des questions, il faut faire de la démocratie participative pour récolter les envies des personnes et pouvoir y répondre. Et puis, après, le travail en transdisciplinarité, pluridisciplinarité, c'est extrêmement important. On ne peut pas travailler seul, surtout qu'en général, on est seul sur son poste et donc les autres sont forcément des professionnels qui ont un autre métier et donc pas le même regard. Et c'est très important de pouvoir imposer ou en tout cas faire valoir nos regards, de pouvoir s'entraider, s'épauler. Les animateurs, comme ce sont des professionnels qui sont plutôt issus des milieux éducatifs, éducation populaire, ils arrivent dans un milieu très soignant. En EHPAD, on est confronté à la plupart de nos collègues sont des soignants. Et là, il faut savoir défendre ses valeurs, ses idées pour ne pas être mangé par le soin. On apporte autre chose en tant qu'animateur. Alors après, si vous voulez un peu concret, en très gros, je dirais qu'une majorité d'animateurs travaillent sur des horaires de bureau en semaine et le week-end. Il y a quand même beaucoup d'établissements qui proposent des activités le week-end. Donc, on a régulièrement des activités, des jours qui font, par exemple, on travaille du lundi au vendredi avec un week-end ou 2 week-ends par mois, des choses comme ça. Et puis, des horaires qui sont 9 ou 10 heures le matin jusqu'à 17 heures ou 18 heures, avec quand même cette possibilité, la plupart du temps, c'est marqué dans les contrats des animateurs, qu'il peut y avoir des aménagements d'horaires selon les besoins et les envies des personnes. Ça veut dire qu'en tant qu'animateur, s'il y a une fête dans le quartier, ben on va peut-être se rendre disponible pour faire participer les résidents à la fête du quartier. C'est assez logique pour nous. Des exemples d'animation, David? Alors, des exemples d'animation. J'imagine que c'est très très vaste, mais qu'on comprenne les exemples. C'est à la fin de l'émission, je vous poserai la question, que vous pensez-vous des innovations qui apparaissent dans votre métier? Ouais. Des exemples, des exemples. Ben, des exemples, c'est intéressant de parler de ça parce que souvent, on a une représentation extérieure de l'animateur, c'est celui qui fait jouer aux petits chevaux ou aux jeux de cartes à la belote. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai la vision, bon, je blague un peu, mais j'ai la vision là. Non, mais voilà, c'est vraiment très important de faire ça parce que, donc ça, c'est quelque chose, pourquoi pas, ça peut faire partie parce que si c'est quelque chose qui est exprimé, une attente qui est exprimée par rapport aux personnes qu'on accompagne. Bon, les petits chevaux, on va être honnête, hein, ça fait longtemps qu'ils ne demandent plus. Ça fait très longtemps que ça ne demande plus. La belote, il y en a encore certains. Mais notre travail, surtout avec l'évolution des publics qu'on va avoir, il va être beaucoup plus fin. C'est-à-dire que, comme le disait Pauline, il y a une culture dans notre secteur de travailler sur les besoins des gens. Et nous, le cœur de métier, c'est sur les envies. Donc, à partir du moment où on va identifier qu'il y a une envie de faire quelque chose autour de la musique, autour de rencontrer les petits-enfants, de rencontrer d'autres personnes de l'école, de retrouver et de valoriser aussi la culture des gens de cette époque-là, en fait. Là, par exemple, dans des animations qui sont vachement importantes à faire, c'est des ateliers de discussion, non pas sur les usages d'aujourd'hui, juste avec les résidents, mais ça va se faire éventuellement avec des jeunes, mais de reparler de ce que les gens ont vraiment connu, qui a du sens pour eux. Par exemple, quand on reparle un peu sur les arts ménagers, l'évolution de tout ce que les gens ont pu connaître en termes de techno et tout ça, de ce qui a aidé dans la vie quotidienne, ça fait vraiment partie de ces choses-là qui demandent du temps de préparation, du temps d'écoute, de mobilisation avec les résidents. Et on s'aperçoit que là-dessus, quand même des gens qu'on a tendance à caricaturer comme étant des gens déments, des gens qui sont isolés, qui refusent le contact, on voit qu'en fait, quand on repart de leurs envies, quand on repart de des choses qu'ils savent, où il y a des souvenirs, où il y a de la réminiscence qui est possible, et des choses comme ça, et ben tout de suite, il y a autre chose qui se passe, qui s'éveille, et au final, on réactive, nous, ce qu'on appelle les rôles sociaux. On constate qu'on a toujours tendance à se focaliser dans le secteur, à faire en sorte que les gens mangent correctement. Nous, on se focalise sur le fait qu'ils continuent à exercer des rôles, qu'ils soient acteurs et qu'ils parlent de leur vie, de ce qui a du sens pour eux. Donc, toutes les actions qu'on peut mettre en place et qui vont dans ce sens-là, pour nous, c'est le boulot de l'animateur. Dans un EHPAD, il y a différentes personnes qui ont différents degrés d'autonomie ou de dépendance.
est-ce qu'on arrive à faire des activités pour tous les groupes de personnes, toutes ces différentes personnes, ou c'est par catégorie, entre guillemets? Alors là, pour le coup, je dirais que c'est une histoire de culture d'établissement. Et aussi de la culture de l'animateur et de la culture des personnes. L'établissement, c'est aussi toutes les personnes qui le constituent. Il y a des établissements dans lesquels ça va être très difficile de mélanger les gens. Il y a d'autres établissements où c'est tout à fait possible. Pour vous donner un exemple, sur mon établissement, j'ai 2 unités de vie protégées. Donc, c'est des unités de vie pour des personnes qui présentent des troubles cognitifs qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer pour eux-mêmes. Et donc, ils ont besoin de plus d'accompagnement. Et donc, notamment, ces unités, elles sont fermées par des codes, ce qui fait que ces personnes, même si on ne veut pas les stigmatiser, elles sont stigmatisées par le lieu dans lequel elles vivent. Et ben, nous, on a décidé que ces unités, elles seraient très ouvertes. D'abord, il y a des terrasses sur ces unités. Les terrasses, elles sont accessibles à tous, tout le temps. Donc, n'importe qui peut monter profiter de la terrasse. Et en plus, on organise des activités en très grand groupe, puisqu'on organise des concerts dans ces unités de vie. Comme ça, il n'y a aucune stigmatisation entre les personnes et c'est des activités qui sont accessibles à tous parce que là, sur de la musique, sur un concert, quel que soit le degré, la potentialité de la personne, elle sera en capacité ou elle pourra toujours avoir un bénéfice de ce qui se passe. Donc, c'est tout à fait possible. Je pense que ça dépend vraiment aussi des volontés. Alors, les animateurs qui savent défendre un peu le bout de gras, qui vont essayer de monter des projets dans ce sens-là, et les volontés des directions aussi, qui vont comprendre que le mélange, comme dans la vie, ben, ça peut fonctionner. Il est possible, au moins il est possible. Il est possible. Autre budget, enfin autre sujet, le budget. Quand on parle d'innovation sur la silver economy pour grand âge, pour l'animation, très souvent j'entends pas de budget, les EHPAD n'ont pas de budget ou budget très faible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point? Ça, c'est à destination de toutes les entreprises qui sont en train d'essayer de vous proposer des produits. Voilà. Ouais, mais j'attaque là-dessus. Donc c'est vrai que ça correspond un petit peu aux chiffres qu'on pouvait vous donner tout à l'heure là, sur les budgets d'animation qui, de base, en général, sont assez bas. Donc on est parti en 2011 à un chiffre à 9 centimes par jour par personne. Les dernières enquêtes montaient, je crois qu'on était monté royalement à 12 à 13 centimes. Donc, c'est vrai que sur un établissement de 80 personnes à l'année, il y a souvent un budget d'activité qui est des fois inexistant, mais qui souvent va être sur une fourchette de 2 à 9 000 euros. Quoi, on va être en moyenne là-dessus. Ce qui est vrai que mais là où il faut pas là encore, là où on voit que c'est un métier, l'animation, c'est que ça, c'est un budget de fonctionnement et c'est pas forcément là-dessus qu'il faut jouer pour accéder, par exemple, à des évolutions assez techno qui représentent un coût important. L'animateur, souvent, a sous-estimé le fait qu'il avait un pouvoir de monter des projets pour aller chercher des financements complémentaires sur les budgets d'investissement. Là, en fait, il y a des montages financiers qui sont possibles pour les solutions les plus onéreuses du marché. Si elles sont vraiment pertinentes, il y a aujourd'hui des moyens d'aller frapper à des portes pour trouver des financements et les avoir, sachant que le but, ça ne va pas être d'acheter cher parce que cher, c'est mieux. Mais en tout cas, si c'est pertinent, si ça peut venir, il faut vraiment que les personnes qui ont des solutions à développer comme ça entendent que c'est possible. J'ai envie de dire, nous, dans notre secteur, il y a vraiment 2 grosses tendances et qu'effectivement, il y a besoin de produits qui soient efficaces pédagogiquement parlant, qui s'écartent de l'adaptation pour enfants qu'on va proposer aux personnes âgées et qui soient vraiment des produits matures à des prix abordables, accessibles pour qu'on puisse les acquérir sur les budgets d'animation classiques. Et après, il y a d'autres choses. Effectivement, on ne pourra pas acheter d'un coup des machines ou des équipements à plusieurs milliers d'euros. Par contre, il y a la marge des budgets d'investissement. Et si les produits sont bien conçus, si notamment il y a des animateurs qui sont associés entre autres à la démarche et pas que des soignants, c'est une vraie ouverture. Nous, c'est ce qu'on constate depuis ces dernières années sur le congrès qu'on organise, où on observe vraiment les différents exposants. On a une montée du nombre d'exposants. On était un secteur pauvre et un secteur où il y avait très peu d'acteurs financiers qui tenaient sur le marché. Et on observe aujourd'hui de plus en plus de belles réussites, des acteurs qui s'implantent. Et ça, pour nous, c'est un signal aussi important qui permet d'accompagner le développement de la profession. Vous avez des exemples d'innovation, d'animation, de services qui vous sont proposés, que vous trouvez intéressants? Ben là,
on peut citer des acteurs qui sont forts sur le marché, hein. Vous prenez Famille Léo qui avait proposé un service pour mettre en relation les familles et les résidents. Vous prenez la Borne Mélo qui était un système qui permettait de rendre plus accessible la musique dans les structures. À chaque fois, nous, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont pas des services qui remplacent l'animateur, mais ce sont des services qui fonctionnent d'autant mieux que les animateurs ou les équipes d'animation sont bonnes sur le terrain. C'est vraiment la courroie de transmission qui permet de faire prendre une autre dimension à des services qui au départ peuvent être bien foutus, mais qui trouvent vraiment leur place quand il y a une équipe d'animation qui s'en saisit. Donc c'est complémentaire, ce type d'approche, d'innovation. Après, on observe beaucoup de choses. Là, il y a quelque chose qui devient très concurrentiel sur des masques en réalité virtuelle. Enfin, il y a beaucoup de produits techno-numériques qui se développent. Attention à ne pas tomber dans une logique de mode et de vouloir faire à tout prix derrière des cautions thérapeutiques plein de choses. Ne négligeons pas l'intérêt de la dimension sociale qui font que les êtres humains restent des êtres humains avant tout jusqu'au bout de la vie et pas seulement des êtres biologiques où l'éthique serait de dire on les amène le plus loin possible alors qu'ils ont décroché et on ne les considère plus déjà depuis longtemps. Justement, question suivante. Il y a des innovations qui sont plutôt à usage individuel. La réalité virtuelle, même s'il peut y avoir plusieurs casques. Et il y a des innovations qui sont à usage collectif. Vous, de vos côtés, vous préférez quoi? Parce que moi, instinctivement, je dirais, attendez, mais si c'est individuel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent participer. Est-ce que vous avez la même approche ou vous me dites non? Moi, j'ai tendance à penser, je vais vraiment parler en mon nom. Oui. L'animateur travaille sur les rôles sociaux et donc sur le groupe. Un animateur n'a pas de vocation, normalement, à faire des activités en individuel. Ce qu'on a vu de se développer énormément pendant le Covid, par exemple, pendant les confinements, un confinement social qui dure pendant très longtemps avec la seule possibilité d'avoir un intervenant qui passe par jour, ben là, forcément, c'est l'animateur qui l'a fait et qui, du coup, a développé des tendances à faire de l'animation en individuel. De l'animation en individuel, on va être sur des objectifs qui, à mon sens, ne sont pas des objectifs d'animateurs. Travailler les rôles sociaux des personnes, c'est forcément par rapport à un environnement et pas par rapport à une personne qui, en plus, est un professionnel de l'animation. Donc, je pense que l'individuel, ce n'est pas tout à fait notre métier. Par contre, en association avec d'autres professionnels, en transdisciplinarité, clairement, avec des ergothérapeutes, avec des psychomotriciens, avec des psychologues, avec des agents de soins, il y a des possibilités. Moi, ce que je vois, c'est que si on fait de l'individuel, c'est pour amener une personne à aller vers le groupe à un moment. D'accord. Bon, je vois que David hoche la tête, donc c'est que je n'ai pas parlé que pour moi. Mais c'est vrai que dans le secteur en général, il y a une composante qui est importante, c'est qu'il y a le projet de vie personnalisé. L'animateur, en fait, peut être un déclencheur même quand peut participer au développement d'activités individuelles parce que c'est quelque chose qui peut être une attente sur plusieurs autres personnes. Donc là, on a vraiment toute la pertinence, par exemple, pour investir sur du matériel qui pourrait être utilisé individuellement, en lien avec les familles et tout ça. On a vraiment notre rôle à jouer, mais c'est vrai que quand il va falloir creuser certains aspects plus individuellement, en fait, il y a d'autres professionnels qui vont être plus pertinents que nous. Mais aujourd'hui, il y a un secteur qui est vraiment au-delà de l'image de la personne âgée, qui pour certains fait peur, on se dit c'est un secteur triste, on côtoie la mort. La réalité que nous, on vit sur le terrain, c'est qu'au contraire, c'est quelque chose de très, très riche, c'est quelque chose où, par rapport à plein d'autres secteurs, on est exposé à réussir des choses qu'on croyait peut-être des fois impossibles avec des gens qui remanifestent à prendre du plaisir sur des choses alors qu'on pensait qu'il n'y avait plus rien qui les touchait. Mais ça, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que l'animateur ne peut pas revendiquer seul de s'approprier cette dimension-là. Notre compétence, notre cœur de métier, c'est le groupe. Et on est capable aussi, dans une logique d'équipe, d'amener des réponses à des dimensions individuelles aussi. Par contre, je rebondis, en tant qu'animateur coordonnateur, quand on est justement un peu rodé sur les budgets, les appels à projets, les appels à subventions, on peut tout à fait être la personne qui va porter le projet pour l'achat d'un support qui va être ensuite porté par une équipe. Mais il n'est pas possible pour nous, quand on est 1 pour 68, 1 pour 70, 1 pour 80, d'aller faire de l'individuel avec 80. C'est humainement pas possible. C'était la question sous-jacente, bien évidemment. Parce que des fois, je vois des situations, je vois un animateur par EHPAD et puis je vois des solutions individuelles. Je me dis, mais il doit courir partout, l'animateur.
il court partout et surtout, il peut pas forcément, il pourra pas répondre à toutes les demandes. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait des autres demandes? Et puis, il n'y aura pas l'interaction, comme vous disiez. À la base, ce n'est pas de l'animation. L'animation, il y a plusieurs personnes à la base. C'est ça. Et c'est là Le vraiment gag, oui. le vrai rôle. Ouais, excusez-moi, je coupe, mais c'est important là, de ce qu'on touchait du doigt, c'est que sur la coordination, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être aussi d'être en interface avec le territoire pour essayer de trouver des ressources qui vont faire que même si le professionnel est seul, il y a plein de choses qui vont pouvoir se passer, vivre dans la structure. Déjà de mobiliser, de faire en sorte que les familles se sentent accueillies, qu'elles trouvent leur place, qu'elles aussi peuvent exercer un rôle. Ça rompt les dimensions de solitude. Mais tous les liens qu'on peut avoir sur le bénévolat, sur des partenariats, sur des ressources à aller chercher sur l'extérieur, ça fait pleinement partie du rôle de l'animateur et aussi avec notamment de la formation du coordonnateur. Pour finir, présentation du GAG, groupement des animateurs en gérontologie. Je vois un sourire. Hein? Je vois un sourire. Bah oui, parce qu'on a blagué avant de démarrer sur le GAG, d'accord, voilà. Bon, alors, de quoi s'agit-il et quelles sont les activités? La genèse, peut-être, déjà. Alors, c'est l'ancienne vice-présidente ou c'est le coordinateur? Ça, c'est pour le vieux. Non, c'est une association. Alors, c'est notamment une des spécificités. C'est une association qui a été créée par des animateurs. Notamment, un des membres fondateurs qui est toujours présent dans le bureau, c'est Bernard Hervy, qui est quand même une personnalité sur le secteur qu'a compté, qui a été chargé de mission auprès du secrétariat des personnes âgées en 2003. C'est lui qui a accompagné notamment toute la professionnalisation et la reconnaissance des diplômes, notamment ce BPGEPS, qui a été un diplôme socle. Donc ça, vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'association, accompagner la professionnalisation. Mais au fur et à mesure, on a aussi développé plein d'autres services pour les animateurs. Là, je vais peut-être les énumérer très rapidement les uns les autres. On verra sur quoi on croise un petit peu. Mais déjà, donc, on a un site d'information pour les professionnels, avec notamment pour les adhérents un centre de ressources en ligne qui s'appelle GAGPro. On a aussi une plateforme de mutualisation des contenus d'activité. Ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme des animations. C'est Culture à Vie, avec un modèle assez original qui a été soutenu par la CNSA quand on a créé ça il y a 8 ans. On a aussi un organisme de formation, GAGPro, les animateurs sociaux formés par les animateurs sociaux. GAG Formation, pardon. Oui, c'est bien, j'ai vu son regard inquisiteur à la raison. Et notamment, on a quelques autres choses, mais on a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est le Congrès national de l'animation qui existe, ça va être sa 16e édition cette année à Saint-Malo, les 29 et 30 novembre prochains, une grosse manifestation nationale qui rassemble 500 participants, 85% d'animateurs. Donc on va dire, et puis on a beaucoup d'autres projets, beaucoup de partenariats, travail en partenariat, mais ce serait un peu exhaustif de tout traiter maintenant. C'est les gros axes forts pour le moment de l'association. Je propose qu'on parle de Culture à Vie, expliquer le concept. Moi, ce que j'ai compris, c'est la mise en commun dans une base de données. Alors, je commence et puis je te laisse reprendre. En tant qu'animatrice, l'intérêt principal de Culture à Vie, c'est des contenus d'animation, contenus support d'animation de grande qualité, déposés par des animateurs sur la plateforme, validés par des experts, et ensuite téléchargeables par toutes les personnes qui ont un accès à Culture à Vie. Ça veut dire qu'on a accès du coup à un support d'animation qu'on va pouvoir télécharger, imprimer, utiliser comme on voudra et surtout adapter. Parce que chez nous, l'important, à Culture à Vie, c'est le support, il s'adapte aux personnes avec qui on est. Ce n'est pas un support prêt, clé en main, qu'on va pouvoir reproduire à l'infini sur n'importe qui. L'idée, c'est d'avoir aussi une réflexion. Quand on télécharge ce support, on peut, avec les envies, avec les personnes qu'on accompagne, le créer et le faire à sa manière. Et ça, c'est vraiment la grande force de Culture à Vie. Pour avoir accès au support d'animation, il faut être adhérent. Et donc, pour être adhérent, là, je vais passer la parole à David, c'est lui le spécialiste. J'imagine que pour être adhérent, c'est l'EHPAD qui est adhérent. Alors justement, on va vous expliquer ça. Alors, on parle d'abonnés pour Culture à Vie, c'est indépendant du service associatif. C'est important de le souligner parce que tout à l'heure, on parlait par rapport aux entrepreneurs. Culture à Vie, c'est le fruit du travail. C'est vraiment une réussite entre une association et un partenaire privé dans le champ économique et solidaire. On a travaillé avec une société qui s'appelle Pas à Pas, qui est dirigée par Marc Boudot, pour mettre en place ce dispositif-là. Et c'est une vraie réussite. Et le système, donc, c'est d'être abonné. On avait constaté, quand on avait édité le livre blanc en 2012,
le constat qu'on faisait tout à l'heure, des budgets d'animation qui étaient excessivement faibles, et on cherchait à faire bénéficier là de cette capacité de se dire en centralisant, en mutualisant les contenus, les très bons contenus des animateurs, on va leur faire gagner un temps de fou sur la préparation, mais s'ils n'ont pas les moyens de se l'offrir, ça ne fonctionnera pas. Donc ceux qu'on a démarchés, en fait, ce sont les départements. Ce sont les départements qui adhèrent. Aujourd'hui, il y a 51 départements abonnés. On a un partenariat aussi avec l'Éducation nationale qui dispense le bac pro animation enfance et personnes âgées. Donc tous les lycées pro qui dispensent ce bac-là, 173 lycées pro ont aussi accès gratuitement à la plateforme dans le cadre de la convention. Donc là, quand un département est abonné, toutes les structures, toutes les résidences pour personnes âgées ont accès gratuitement aux ressources. Donc là, il y a un gros travail d'information, de communication, de transmission des codes pour accéder à la plateforme. Et aujourd'hui, on a 3700 structures qui sont abonnées. Donc 3700, quasiment 3800, 3770. Ça, c'est vraiment une démarche volontaire des structures, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti, ce n'est pas des chiffres volontairement gonflés en disant voilà, il y a un département d'abonnés, il y a tant d'établissements et on va faire de la com. Non, ce sont vraiment des établissements qui ont fait la démarche de s'inscrire et qui téléchargent. Aujourd'hui, sur le site, on a 400 000 pages vues par an et on a 120 000 téléchargements. Donc, on est vraiment sur un service qui fonctionne, qui marche. Ce n'est pas juste de la com pour capter de la subvention, c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves sur le terrain et qui continue. On souhaite que ça continue à se développer, puisque 51 départements, ça veut dire qu'il y en a encore une quarantaine qui passent à côté. Ce n'est pas bon, ça. C'est pas bon. La question qui me vient, c'est que au niveau animation, tout a été inventé, non? Pauline? Eh bien non, justement, c'est ça qui est génial, c'est que n'importe quelle solution, vous direz qu'elle a été inventée, oui, on l'a déjà vu quelque part, mais en fait non, parce que chaque solution, elle est adaptée avec les personnes avec qui on est. Et c'est vraiment ça, la personnalisation de ce qu'on fait. Un animateur, en fait, quand il arrive dans une structure, il va commencer par sentir l'ambiance du lieu. Et l'ambiance, c'est les résidents, c'est leurs envies, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est aussi les professionnels, c'est l'écosystème. En fait, il faut qu'on arrive à sentir l'écosystème pour proposer des choses qui répondent aux besoins, aux envies, aux attentes des personnes qui constituent l'écosystème. Et l'écosystème, c'est donc les résidents qui habitent au sein de nos structures, c'est nos collègues, toutes les envies et les passions, les choses que les gens savent faire et qu'ils ont envie de transmettre, c'est aussi tout le territoire. Et donc, on peut mettre en place un projet qui existe déjà ailleurs, mais il sera forcément différent le nôtre, parce que ce sera le nôtre et il répondra aux envies, aux besoins, aux attentes des personnes qui constituent tout l'environnement. Une question qui me vient, dans les animations, dans les EHPAD, est-ce qu'il arrive que les autres personnels, plutôt dans la santé, tiers de vie, j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas forcément le temps, participent aux activités d'animation? Grande question. Grande question, grand débat même. C'est actuellement de bon ton de demander aux soignants d'animer des activités. Moi, j'ai dit participer. Hein. Oui, justement. Mais moi, j'ai dit animer des activités parce que c'est aujourd'hui de bon ton de demander aux soignants d'animer des temps d'activité. Je trouve que l'animation est un métier. J'ai passé des diplômes pour être animatrice. Je défends ma profession. Je pense que c'est compliqué de demander à des professionnels du soin qui sont pas forcément suffisamment sur le terrain, qui ont déjà beaucoup de travail, dont ce n'est pas le métier, d'animer des temps d'activité collectifs. Il y a plein de possibilités pour un professionnel du soin de participer à la vie sociale quotidienne des personnes. Ça va être tout bête, hein, mais sur le fait de préparer une personne en prenant un peu plus de temps pour peut-être du maquillage, une coiffure, quelque chose qui correspond vraiment à l'envie et à ce qu'était cette personne-là avant d'avoir peut-être des troubles. Ça, c'est déjà le quotidien social des personnes. Le temps de mettre un peu de vernis sur les doigts d'une dame parce que c'est quelque chose qu'elle aime et qu'elle a choisi ce vernis et sa couleur, c'est du quotidien social. Prendre du temps pour peut-être faire une partie on ne dira pas petits chevaux, mais peut-être de belote ou de domino ou d'autres choses avec une personne ou deux personnes dans un endroit, c'est le quotidien social d'une personne. Ça, je pense que c'est tout à fait ce qu'on peut demander à des professionnels du soin et de l'accompagnement. Je pense par contre que animer des temps collectifs, en tout cas les laisser perdus pour faire ce genre de choses, c'est pas souhaitable. Par contre, on peut s'appuyer sur les connaissances ou les passions d'un collègue ou d'une collègue qui va en avoir envie, je ne sais pas, qui fait du tricot et qui aura envie de participer, de transmettre. Mais nous, on sera là pour gérer le groupe.
et le collègue ou la collègue sera là pour transmettre sa passion. Et on lui permettra de le faire dans de bonnes conditions pour que la prochaine fois, quand on le ou la sollicite, ce soit avec bon cœur et avec envie qu'elle le fasse et pas parce que c'est une injonction ou obligatoire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et vous êtes plus dans l'envie par Oui, rapport aux besoins, ce qu'on disait tout à l'heure. oui. C'est aussi ça le. Même avec nos collègues. Ouais, ouais. Pour terminer, faisons de la pub pour le congrès annuel. Qui peut être exposant? Qui peut être sponsor? Profitez-en, hein, ces entreprises qui regardent l'émission. Qui voulez-vous? Qui cherchez-vous? Voilà, pourquoi, etc. Sponsor. Alors, c'est intéressant ouais, de prendre parce que ça se fait jamais. Donc déjà, merci pour l'invitation aujourd'hui pour pouvoir discuter sur tous ces sujets-là et pour poser cette question. Donc c'est vrai que c'est important d'entendre que toutes les sociétés qui peuvent avoir pour intérêt d'échanger avec les animateurs pour proposer des solutions, des services, sont vraiment les bienvenus sur le congrès. Il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, sur les dernières années, on a vraiment une montée en puissance du nombre d'exposants sur cette manifestation. Sur notre dernière édition à Grenoble, on était sur 25 exposants. Nous, au niveau du GAG, on est présent. On a eu l'occasion de se rencontrer d'ailleurs, Frédéric, sur un salon Idéalco et Ressentez-vous. On est présent sur toutes ces manifestations. On peut en échanger directement et discuter un peu pour en savoir un peu plus, mais on a vraiment cette possibilité au plus de dialoguer avec les personnes qui voudraient proposer des services pour les amener aussi à bien comprendre quelle langue parle l'animateur. C'est-à-dire qu'on va pas vendre, on peut vendre certaines fois des services à des soignants ou à des animateurs, mais ce ne sera pas la même façon de les présenter. Donc nous, au niveau du GAG, on peut faire ce travail-là aussi avec des personnes qui veulent échanger, proposer leurs services à d'autres cibles, d'autres prospects pour les accompagner, pour leur dire ça peut être pertinent, ça peut intéresser ces professionnels et on peut leur donner vraiment une exposition. Ils vont rencontrer voilà, jusqu'à 500 personnes. Il y a très peu de congrès aujourd'hui qui sont en mesure de mettre en face à face autant de personnes sur 2 jours. Donc, on vous invite à prendre contact avec nous, alors soit directement au niveau du GAG, soit au niveau, peut-être qu'il y aura possibilité de laisser les coordonnées, mais on travaille avec une agence de communication qui organise l'événementiel, qui organise le CNAG. Donc, c'est hyper pro, c'est hyper structuré. Donc là, les personnes que ça intéresse, ils seront les bienvenus, ne serait-ce que pour poser des questions, découvrir un petit peu comment ça marche, et on sera ravis de les accueillir à Saint-Malo. Si tout... Pour donner des idées à ceux qui nous regardent, des types d'exposants, ça va jusqu'où en fait? En fait, on peut aller. Est-ce qu'il y en a qui sont hors du champ de l'animation, qui participent en exposant pour cibler quand même indirectement les EHPAD? Enfin, oui, quels sont les différents types? Alors, nous, aujourd'hui, tous les exposants qu'on vienne ont un lien quand même assez direct avec les animateurs. On a compris que ça pouvait intéresser ce public-là, comme il est très majoritaire. On n'a pas de... C'est pas un congrès où, par exemple, on est sur une méthode de nettoyage des vêtements et ainsi de suite, où vous allez pouvoir, où ça va être pertinent. Par contre, dès qu'on est dans quelque chose qui peut être un service, soit pour les loisirs, pour la dimension culturelle, pour la mise en relation avec des proches, ou tout ce qui peut, voilà, la culture au sens large, tous ces éléments-là, nous, on a des prestataires qui viennent. Donc, on a parlé de bornes musicales, de services de mutualisation de contenu d'animation, des gens qui vendent des produits pour les jardins, par exemple, des écrans tactiles, des solutions de 3D, des ventes de matériel pour les arts plastiques. Et je vais en oublier, toi si tu en vois, n'hésite pas, mais il y a vraiment une variété importante, ce qui va être aussi au niveau de livres, de supports qui vont faciliter l'accès à toutes ces choses-là. Et nous, on sait on est déjà en contact avec des nouvelles sociétés là, qui vont nous rejoindre et d'autres avec qui on discute, même qu'on accompagne sur la proposition de produits. Je pense à une société de musique qui veut repenser l'accès à la musique pour les personnes âgées et avec qui on est en discussion pour trouver un petit peu sortir, là encore, comme on disait tout à l'heure, de la solution plaquée des instruments de musique qu'on propose à des enfants maternels et de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer pour faciliter l'accès à ça avec notre public. Donc, il y a vraiment de la richesse, il y a vraiment de la réflexion possible. On est très ouvert à tout ça. Une conclusion. Qui fait la conclusion? Pauline, David? Pauline, la conclusion.
Une conclusion, le métier d'animateur, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences, qui demande un peu d'acharnement. C'est un métier merveilleux. En général, on le fait assez longtemps. On est heureux de pouvoir rencontrer une diversité de personnes qui nous permet de nous épanouir nous-mêmes et de faire s'épanouir d'autres personnes. Ça, c'est pour le métier d'animateur. Et puis, les animateurs sont des professionnels. Donc, c'est important de rappeler qu'il est important de passer les diplômes, de montrer que nous sommes des professionnels. Pour justifier que nous sommes des professionnels, au GAG, on a une nouvelle filière qui s'appelle GAG Formation. Donc, bientôt, on pourra proposer des formations. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site GAG Pro. GAG Pro, c'est aussi un endroit sur lequel vous pourrez trouver donc, toutes les formations, des informations à disposition des animateurs sur la législation, sur un forum qui permet de poser des questions et d'avoir des échanges entre animateurs avec les professionnels et les membres du GAG qui peuvent répondre aussi à des questions. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, si vous voulez nous rencontrer, rendez-vous au Congrès national des animateurs en gérontologie le 29 et le 30 novembre à Saint-Malo sur le thème de la parole des personnes âgées. Super, merci Pauline, merci David, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup.